Pêcher, résister, dénoncer, c'est la règle de 3 de Daniel Pauly. Pêchez, pauvres pêcheurs, ou plutôt surpêchez, et vous verrez où cela va nous mener. Cela pourrait être la devise catastrophiste, mais malheureusement juste, de cet éminent biologiste français, spécialiste mondial des ressources marines, professeur basé à Vancouver et détenteur, ce n'est pas rien, d'un prix Cosmos, l'équivalent du Nobel de l'écologie. We could actually create a situation where the ocean itself becomes dangerous for us. Qualifié d'hérétique et toc par les sceptiques, le prophète Daniel, comme ils disent, n'a jamais vraiment pêché, et si oui, cela ne nous regarde pas. Il a créé en revanche une cartographie mondiale des tendances de la pêche et une encyclopédie en ligne qui répertorie plus de 30 000 espèces, de l'able de Haeckel au xypho, en passant par les poissons-chats, chiens, clowns, lunes et autres zèbres. 73 ans et toujours résistant comme il l'était déjà enfant, né à Paris à une époque où il y avait encore des poissons dans la Seine, Daniel Pauly est le fruit des amours fugaces d'une ouvrière française et d'un soldat noir américain à la Libération. Confié dès l'âge de 2 ans à une famille suisse qui le traitait comme un domestique, il a résisté à leur maltraitance. Résisté aussi à 16 ans à une mission en Allemagne dans un asile pour enfants retardés, résisté à un travail acharné comme ouvrier pour pouvoir étudier, vu mai 68 en France, les Black Panthers aux États-Unis, vu le monde, le tiers-monde, la Tanzanie, les Philippines, rencontré par hasard plus que par vocation la biologie marine, merci la vie. Dénoncer les subventions ahurissantes des États en matière de pêche, 35 milliards de dollars annuels à l'échelle de la planète, qui empêchent d'écouter le message de la nature. On sait très bien ce qu'on devra faire, c'est plus ou moins inévitable, mais on ne le fait pas parce qu'il y a des forces politiques qui l'empêchent, qui n'en veulent pas. Dénoncer nos combats et nos efforts écologiques individuels qui ne servent au bout du compte pas à grand-chose, si ce n'est à nous donner bonne conscience. Dénoncer pour mettre la pression aux forces politiques qui laissent les grandes marques polluer en toute impunité. Oh. Oui. Daniel Pauly, la surpêche, revenons-y. La pêche devrait être dans la durabilité. Or, elle anéantit cette durabilité. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que les pêcheurs scient la branche sur laquelle ils sont assis, d'une certaine manière? Je pense que c'est parce que les pêcheurs ont toujours, enfin, la pêche industrielle a toujours l'option de l'expansion. Dès qu'elle a été introduite à la fin du 19e siècle, elle a surpêché les zones côtières. Les chalutiers à vapeur étaient tellement puissants qu'ils ne pouvaient que surpêcher. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés ailleurs. Ils sont allés au large de la mer du Nord, ensuite dans l'Atlantique Nord. Et cette expansion, elle a continué. Suite à la Première Guerre mondiale, on a continué l'expansion vers l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud. Et cette expansion, elle a caché le fait que dans les métropoles, dans les zones côtières des métropoles, les stocks avaient été anéantis. Et jusqu'à présent, enfin jusque dans les années 90, les captures mondiales augmentaient et donc ça marchait. Maintenant, il n'y avait plus de régions dans lesquelles on pouvait continuer cette expansion et les stocks diminuent. Alors, c'est un cataclysme qui a l'inconvénient et la particularité d'être invisible. Oui. C'est pour ça qu'on ne sait pas ou qu'on ne veut pas ou qu'on est apathique ou qu'on laisse faire. Il est invisible pour 2 raisons. Une, c'est bien sûr que les poissons ne le voient pas. Ils sont en dessous. Et l'autre, c'est qu'en France, on obtient des poissons, on peut les acheter ou on va les chercher dans l'océan Indien. Donc le consommateur et les citoyens ici, ils ne voient pas ce qui se passe à l'extérieur. Il n'y a pas de pénurie en fait. Il n'y a pas de pénurie, c'est ça. Quand les écolos parlent de pénurie, je dis mais enfin je vais au marché. Mais il y a toujours du poisson. Il y a toujours du poisson. Mais je suis une fois allé à Rungis le matin, eh bien il n'y avait pas une seule morue. Enfin il y en avait une caisse, et le reste c'était des poissons de l'océan Indien. Mais ça se substitue et tout le monde est content. La surpêche, qu'on comprenne bien, c'est quand les poissons ne se reproduisent pas assez vite par rapport aux ressources, enfin à ce qu'on prélève de leur quota, de leur population. C'est ça. En fait, la surpêche est très difficile pour les gestionnaires, pour les ministres qui viennent de l'agronomie ou bien qui viennent de l'ENA, d'ailleurs. Oui. Et alors, en général, là, quand on investit des ressources pour produire plus, on a plus de ressources qui sortent. Et les bateaux, ils sont assimilés à des ressources. Alors, on ne comprend pas pourquoi avoir plus de bateaux, ça ne produit pas plus de poissons. Parce qu'on
on ne produit pas les poissons en pêchant, on ne fait que les ramasser. Et c'est difficile de comprendre, c'est pas intuitif. Faire comprendre ce mécanisme. Oui. Alors, les ravages de la surpêche, c'est évidemment les masses halieutiques qui disparaissent, des paysans ou des pêcheurs qui ne peuvent plus vivre dans certaines régions du monde de leur pêche, puisque la mondialisation fait qu'ils vendent leur pêche. Et puis, c'est aussi d'autres espèces qui souffrent, qui sont frappées par cette surpêche. Les oiseaux, Nadia? Oui, les oiseaux marins, les albatros, les sternes, les manchots. On sait que les oiseaux marins sont déjà sérieusement touchés par la disparition. C'est une population qui a diminué de 70% entre 1950 et 2010. Et c'est un déclin qu'on impute habituellement au réchauffement climatique, à la pollution plastique. Et ces oiseaux, en réalité, ils disparaissent aussi tout simplement parce qu'on les affame. Le fait que la pêche industrielle leur fait de la concurrence est le résultat d'une étude qui a été publiée dans la revue Current Biology par la personne qui a fait votre biographie, qui s'appelle David Grémier. Il explique vraiment très bien comment ces oiseaux de mer... Oui, alors il s'est basé effectivement sur votre base de données. Il explique dans cet article comment ces oiseaux de mer, ils trouvent de moins en moins d'anchois, de sardinelles, de calamars, qui a plus en fait leur ration alimentaire. Est-ce que ça prouve que tout est lié et que le pillage des fonds marins, ça perturbe en réalité l'ensemble de l'écosystème? On se doute de votre réponse, mais vous l'expliquerez mieux que moi. Vous l'avez très bien expliqué, mais le fait est que quand on diminue les ressources pour en affecter les oiseaux, non seulement on affecte les oiseaux, les mammifères marins, mais on a déjà surpêché parce qu'on peut très bien maintenir les stocks à un niveau qui garantit des prises maximales et en même temps ravitailler les poissons. Et les oiseaux. Et c'est bête de réduire les stocks plus parce que non seulement les oiseaux et les autres animaux en meurent, mais en fait les prises sont plus basses. Donc, ça vaudrait la peine de vraiment rebâtir les stocks, de les laisser se reconstituer. Et pour cela, il faut éliminer les subventions. Les subventions de l'État. Mais est-ce que nous aussi, à titre individuel, on peut aider ou pas? On a l'impression que de ce côté-là, vous nous dites, si on achète moins de poissons, ça ne changera rien. Oui. Enfin, pour la prise de conscience, bien sûr qu'il faut prendre conscience, et on peut prendre conscience par l'intermédiaire de ce qu'on mange. Mais on ne peut pas rester là. C'est insuffisant, vous voulez dire. C'est insuffisant. Il faut, on est consommateur, mais on est aussi citoyen. Donc il faut agir sur les États. Il faut leur dire subventionner moins, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc là, on a des alliés parce que les avocats du marché à outrance, ils sont aussi outrés parce qu'on a des subventions. Donc la plupart des gens comprennent que les subventions, ça détruit tout. Daniel Pauly, il y a un célèbre activiste et environnementaliste qui s'appelle Peter Singer, que vous connaissez bien, qui disait et qui continue à le dire, il faut attaquer la réputation des entreprises et des gouvernements qui soutiennent la surpêche à coup de subventions. C'est comme ça qu'il faut faire, en leur collant la honte. Pardonnez mon langage. Non, c'est ça, il a raison. Tout à fait. Parce que, en fait, il y a la honte, et puis on utilise plutôt la mauvaise conscience. On donne aux gens mauvaise conscience quand ils consomment mal. Mais la mauvaise conscience, ça ne fonctionne pas. Peut-être que ça anime les églises et tout, mais ce n'est pas bon pour des choses comme la surpêche. Par contre, la réputation, ça c'est important, parce que les grandes boîtes économiques, elles s'intéressent à garder une bonne réputation. Elles n'ont pas de mauvaise conscience. Une question sur le score des Verts. Est-ce que vous avez vu qu'en Europe, ils ont bien marché, en France en particulier? Est-ce que vous y voyez de l'espoir? Les écologistes. Tout de même, les écologistes, oui. Non, pas les vers de terre. Pas les vers de farine. En France, c'était inespéré pour eux. Très rapidement, dites-nous, est-ce que pour vous, c'est une lueur d'espoir? Bien sûr, mais c'est en France, j'ai une vision, je vis depuis longtemps en anglophonie, parmi des Américains, des Anglais, et des Canadiens. Et là, les Verts sont perçus plutôt apolitiquement. C'est-à-dire, on ne les associe pas à des positions politiques. Par contre, en France, c'est toujours une position politique, être vert. Et ça a des avantages et des désavantages. J'aime bien qu'on puisse discuter de projets écologistes sans y amener la politique. Et en fait, les grandes législations qui ont été faites aux États-Unis dans les années 70,
des législations importantes, elles ont été faites par Nixon, et parce qu'à l'époque, les républicains et les démocrates travaillaient ensemble. C'était transpartisan. Un océan de combat, c'est votre existence. Daniel Pauly par David Grébillet. Voilà, ça c'est votre biographie. Demain, conférence à la Maison des Océans à Paris, je sais, à Paris, de 17h à plus soif. Et puis différentes activités au cours de la journée mondiale des océans. C'est le 8 juin. Tout sera sur le site de notre émission. Merci infiniment d'avoir fait, je pense, votre première apparition sur une chaîne de télévision française, Daniel Pauly. Nous en sommes honorés.